pour accueillir cette première table ronde et pour modérer cette première table ronde, j'accueille Louis Guédon. Louis, qui est un officier pont, monovalent pont, diplômé l'année dernière de l'École nationale supérieure maritime, qui a fait ses études au Havre, mais qui a beaucoup de talent, puisque Louis est également gymnaste. Et Louis a également entrepris des études de maths, économie, avant d'arriver à l'école. Voilà. Et Louis, aujourd'hui, navigue chez V-Ship et va signer son premier CDI. Voilà, Louis. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par une brève présentation. Mr. Raptis, you are the General Secretary of the European Community Shipowner Association, ECSA, having been appointed in 2022, with over 14 years of experience in EU policy. You have held several key roles within the European maritime sector. Before becoming Secretary General, you serve as ECSA's Director of Environment and Safety, contributing significantly to environmental issues and maritime security. Monsieur Jean-Marie Dumont, bonjour. Donc vous êtes double ingénieur de formation, école navale et ENSTA ParisTech, officier de marine dès 1984, diplômé de l'école de guerre et de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Vous avez occupé donc de nombreux postes opérationnels, techniques et managériaux au sein de la marine nationale. Madame Rigbotz, vous êtes bonjour. Vous êtes donc la secrétaire générale de l'Organisation européenne des ports maritimes, European Seaport Organization, ESPO, depuis août 2013. Avant d'occuper cette fonction, donc vous avez travaillé pendant 4 ans en tant que directrice de la Fédération européenne des ports intérieurs et conseillère principale donc, de l'ESPO. Pour finir, donc, Madame Caroline Neumann, bonjour. Vous êtes ingénieure en chef des études et techniques de l'armement, diplômée de l'ENSTA Bretagne. Vous êtes actuellement adjointe au sous-directeur de la sécurité et de la transition écologique des navires, à la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Dans ce rôle stratégique, donc, vous jouez un rôle crucial dans la supervision et la mise en œuvre des politiques de sécurité maritime et de transition énergétique pour la flotte française. Madame Rigbost, cette première question. Les ports ne sont-ils pas moins touchés par l'hégémonie chinoise sur le trafic portuaire international ? Mondialisation oblige. Depuis le Covid-19, l'Union européenne a pris conscience qu'il fallait réindustrialiser l'Europe et se réapproprier, notre souveraineté. Quel rôle les ports européens peuvent-ils jouer dans cette tendance ? Mais avant, les ports européens voient-ils ce phénomène arriver ? Bonjour et d'abord je voudrais saluer François Lambert et aussi Florent. Florent, je t'ai écouté et aussi m'excuser auprès de Gersand pour tous les changements. Je suis ici en Lituanie, donc dans les coulisses d'une autre conférence, donc désolé, c'est pas mon habitude de bousculer tout ça. Mais pour répondre à la question. La Chine. Y a-t-il que la Chine? Donc ça, c'est une question aussi. Mais ce que je voudrais dire que les ports, ce sont Quel est le port? Le port est un facilitateur de commerce. C'est une porte vers le monde et tout ça. C'est pas le port qui va attirer le trafic. C'est pas parce que il y a le port qu'il y a. C'est notre modèle européen de production, d'importation, de consommation qui fait que la Chine est tellement importante en Europe. Donc ça, c'est le point numéro 1. Et ce que je disais, il n'y a pas seulement la Chine, il y a aussi d'autres pays tiers où il faut faire peut-être à un moment donné être un peu vigilant. On est depuis quelques années dans un contexte dirais-je géopolitique tout à fait nouveau. On n'a pas tout le monde, nous ne sommes pas tous des amis, plus tous des amis incomplets. On ne voit pas toujours l'ouverture du monde, la globalisation. Tout a changé un peu et là, il faut être vigilant. Il faut
il faut protéger ce qui est ce qu'on appelle les infrastructures stratégiques. Donc ça c'est important et donc les ports sont des infrastructures stratégiques. Oui, je suis désolée. Donc comme je vous dis, je suis dans la oui ici et donc ce qu'on a c'est que maintenant en Europe on discute un nouveau cadre pour contrôler les investissements étrangers. Donc, pour éviter que ces infrastructures stratégiques deviendraient trop contrôlées par des pays étrangers, pas pour des raisons commerciales, mais pour des raisons géopolitiques. Ceci dit, nous, on est très pour être vigilant, mais on doit faire attention qu'on ne va pas chasser les bons. Parce que les ports ils s'affrontent, ils sont en face d'un mur d'investissement. Pas seulement pour tout ce qui est infrastructure de base et tout ça, mais pour tout le verdissement, le pacte vert et tout ça. Et donc, on a besoin d'investissements et il y a beaucoup d'investissements étrangers, beaucoup d'investissements européens qui sont de très bons investissements. Donc, on doit faire attention qu'on ne crée pas un cadre qui va chasser les bons pour peut-être ici ou là arrêter une évolution qui ne serait pas bien. Donc là, je pense que c'est important et je pense que c'est aussi important de dire, et c'est ce que la Commission a dit il y a quelques années dans un document, que la Chine est à la fois comment dirais-je, on doit coopérer avec la Chine, hein, on a des liens avec la Chine, mais c'est à la fois, ça peut être un concurrent et ça peut être un rival. Donc, c'est un peu les différents aspects. Et c'est juste, il faut voir qu'on protège nos ports. Donc, c'est pas dire, on va fermer les ports pour tout le monde. Non, c'est à l'Europe, aux gouvernements nationaux aussi de soutenir et de protéger ces infrastructures portuaires, de voir qu'ils sont forts, qu'ils peuvent être compétitifs. Et donc, et là, je pense, ce qui est important, c'est que on prévoit l'espace pour les ports pour évoluer et pour répondre aux enjeux parce qu'il y aura besoin de beaucoup plus d'espace qu'avant. Et je sais qu'en Europe que c'est très difficile parfois. Donc c'est aussi une question de permis. Et finalement, c'est aussi une question de budget. Parce que, comme je disais, c'est souvent aussi, il y a un mur d'investissement. En partie, ces investissements devront être couverts par le secteur privé, mais on aura besoin aussi de beaucoup d'investissements publics. Et donc, si ce public, donc ce gouvernement, ces autorités nationaux, européens ne veulent pas mettre de l'argent dans les ports, bon, voilà, on est un peu dans une situation difficile. Donc ça, c'est aussi important. Donc on voit bien qu'en matière d'économie portuaire, de positionnement géographique et concurrentiel, les pays et les régions ne sont absolument pas égaux. Et pour autant, l'Union européenne ne semble pas en tenir compte. La preuve en est la difficulté de la mise en œuvre de la libération des services portuaires qui, après 2 échecs en 2001 et 2004, a été adoptée presque à minima en 2017 et sa mise en œuvre n'est toujours pas complètement finalisée. Où en est-on de la mise en œuvre du règlement 2017-352 et comment les écosystèmes portuaires européens travaillent-ils avec les institutions de l'Union pour que l'économie portuaire européenne puisse favoriser le développement économique des ports? Merci pour cette question et de nouveau une question très intéressante, très importante. Je suis désolée ici pour le bruit un peu, mais c'était pas prévu. Le règlement portuaire, la saga du règlement portuaire, donc ça fait vraiment 15 ans pour que tout se mettait en œuvre. On a ce cadre. C'est vrai que les ports ne sont pas les mêmes. Le système de gouvernance des ports est très différent suivant les États membres. Mais ce que vous dites que l'Europe n'en tient pas compte, moi je dirais que quand même le cadre, le règlement portuaire qu'on a respecte justement ces différences en gouvernance. C'est un cadre qui met quelques règles, mais chaque système peut allez, en gros,
si on respecte ces règles, on peut maintenir le système de gouvernance. Et ça a été très important. Donc là, on est très satisfait avec ces règlements portuaires. Si vous dites que le règlement n'est pas appliqué, n'est pas mis en œuvre dans les États membres, n'est pas appliqué. Je pense que ce n'est pas le cas. La Commission est en train de faire un rapport, justement, mais je vois quand même qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait. Mais ce qui était, en fait, si on voit ces règlements portuaires, c'était très important. Beaucoup de parties prenantes aussi, les armateurs, les terminaux, tout le monde un peu regardait ce cadre. Mais maintenant, on est dans toute une autre dynamique. On voit par exemple une très grande intégration des armateurs vers l'arrière-pays, vers les terminaux, le rail, même les remorqueurs. Donc une très grande intégration. On voit aussi que les ports ne sont plus juste, et je pense que Stéphane Raison l'a expliqué aussi, et tous les intervenants l'ont expliqué. Ils sont pas juste comment dirais-je, des points de multimodalité liant le maritime avec les hinterlands. Non, je pense que ils sont aussi des hubs d'énergie, sont des zones industrielles, des zones d'économie, l'économie bleue. Donc là, ils ont d'autres rôles. Il y a beaucoup plus de parties prenantes dans le port. Donc, ce n'est plus parce que l'idée du règlement portuaire, c'est que les ports, c'est des grands monopoles. Et donc, je pense que maintenant, on est loin de là. Ce qui est très difficile, c'est que les ports aujourd'hui, ils doivent combiner un rôle très commercial avec un rôle public. Donc, ils doivent en même temps, Europe oblige les ports à être comme des entreprises normales, dirais-je, dans chaque secteur, et aussi de payer les taxes et tout ça. Mais en même temps, ils doivent occuper des fonctions très publiques, d'intérêt public. Aussi bien, ils doivent faciliter le verdissement, faciliter la transition énergétique, mais ils doivent aussi maintenant de plus en plus se préparer de façon militaire, avoir cette préparation militaire, jouer ce rôle, être ce point logistique d'urgence en cas de crise politique. Donc là, c'est un peu, il faut faire beaucoup de choses, et c'est pas toujours, et ça implique de grands investissements qui sont parfois et souvent des investissements où il n'y a pas un retour pour l'autorité portuaire. Donc là, je pense que ça, c'est quelque chose à voir dans les années qui viennent. Je vous remercie, et je suis vraiment désolée que je dois partir et que c'est un peu dans les coulisses d'une conférence que je vous adresse cette parole. Mais merci en tout cas de m'inviter, et bon courage pour la suite. Merci à vous, Isabelle Rigbost. Une première question pour vous, Monsieur Dumont. Donc, quel est l'état aujourd'hui de l'industrie navale française et européenne ? Bonjour à toutes et tous. J'ai un petit support de présentation, mais il faudrait pouvoir me le mettre dans l'écran. C'est bon ? Ok. Donc voilà. Bon, effectivement, on parle d'Europe maritime, et sans industrie navale et maritime en Europe, effectivement, ça ne sera plus le cas si on ne fait rien, si on ne continue pas à la soutenir, à la développer. Et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Et donc, en fait, déjà en France, vous savez que la filière industrielle navale, elle a un certain poids, elle a effectivement une dynamique positive, puisque entre 2022 et 2023, par exemple, l'évolution du chiffre d'affaires de notre secteur a été de plus 14%. On a augmenté nos effectifs d'emploi direct de 8%, et donc on a plus de 57 000 femmes et hommes qui travaillent dans notre secteur actuellement, avec un objectif d'arriver à 75 000 emplois d'ici 2030. Donc on a une dynamique positive, forcément, mais on ne doit pas se contenter de le constater, parce qu'on a une filière très complexe. Vous connaissez Naval Group, vous connaissez les chantiers de l'Atlantique, donc on a une sorte de verticalité, ça tire
tout le secteur en France, mais aussi on a des entreprises moins connues de toute taille. On a GTT qui accroche des marchés en Corée du Sud et en Chine sur les membranes, par exemple, de transport de GNL. On a Lacroix qui fait dans les produits défense des systèmes depuis l'Aveyron, depuis l'Ariège. On a Sillinger à Mer-sur-Loire, il faut quand même le noter, à Mer-sur-Loire dans le Loir-et-Cher, qui est une PME dynamique qui emploie tous ses sous-traitants à moins de 50 km du Blésois. Donc, et on a aussi Schneider Electric, on a Air Liquide. Toutes ces pièces industrielles sont absolument indispensables, effectivement, à l'industrie navale. J'aurais pu évidemment prendre d'autres exemples. Et vous le savez, ici en Normandie, hein, vous connaissez effectivement Mouquet, vous connaissez toute la filière de déconstruction navale au Havre pour les navires de moins de 100 mètres. Évidemment, vous avez Naval Group, vous avez Efinor, vous avez d'autres entreprises qui effectivement se battent au quotidien pour développer. En Europe, alors effectivement, ça c'est les chiffres. En Europe, effectivement, nous avons aussi la chance d'avoir une industrie navale performante parce qu'elle est capable de produire tous les navires possibles, les plus complexes, et tous les équipements et systèmes dont ces navires ont besoin. C'est plus de 300 chantiers navals en Europe, effectivement. Donc vous avez ces grands chiffres, hein, plus d'1 million d'emplois directs en Europe, et effectivement plus de 9% aussi de chiffre d'affaires tourné vers l'innovation, parce que c'est fondamental. C'est une industrie qui est duale, au sens où effectivement elle peut travailler sur les sujets de thématiques des navires militaires, mais aussi des navires civils, mais pas que. La dualité, c'est aussi être capable d'être une valeur ajoutée dans le secteur des énergies marines renouvelables en mer, dans le secteur de l'énergie en mer au sens large, également sur le nucléaire civil. Donc tout ça, c'est lié. Donc on a une conjonction effectivement de l'industrie navale qui est au cœur également d'enjeux qui la dépassent quelque part et qui effectivement sont des enjeux fondamentaux pour notre souveraineté industrielle. Et c'est un acteur clé de l'innovation dans la décarbonation et dans la digitalisation. On parle dans la presse très souvent de ce qui se passe sur les batteries de voitures, hein, sur le photovoltaïque. Il y a d'autres enjeux effectivement autour du transport maritime, autour de la décarbonation et de la digitalisation effectivement de notre secteur. Alors j'ai la prise de parole la plus soporifique puisque j'ai plein de schémas avec des chiffres, donc c'est super, ne me remerciez pas, mais je vais quand même les passer très rapidement. Si on regarde une tendance mondiale de ce qui se passe dans notre secteur par pas de 10 ans, donc c'est un peu les ronds que vous voyez là, progresser un peu au fur et à mesure que le temps se découle depuis les années 70, eh bien qu'est-ce qu'on constate ? La Chine, ça y est, la Chine représente plus de 50% de l'activité globale de notre secteur, depuis 2023. On voit bien cette tendance asiatique qui conserve ses parts de marché, que ce soit la Corée ou le Japon, mais la Chine est passée devant. Et le reste du monde finalement pèse un peu moins que l'Europe. L'Europe, pour moi, c'est pas uniquement l'Union européenne, c'est bien évidemment nos amis britanniques, la Norvège et les pays de l'Union européenne. C'est ça qu'on peut considérer comme étant l'industrie navale européenne globale. Et si on regarde le carnet de commandes, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Donc c'est le diagramme de droite. On voit effectivement par rapport à ce qui est dans le carnet de commandes, ce qui a été passé cette année, c'est la partie orange, et puis ce qui est dans le tuyau en production, c'est la partie bleue. Eh bien, à gauche, vous avez ce qui subsiste en Europe. Et regardez la tendance, effectivement, la dynamique que vous avez en Asie, en Chine, en Corée et au Japon par rapport à l'absence de dynamique que nous avons en Europe sur le sujet. Évidemment, là, je parle de production civile, de production, effectivement, de navires civils. Donc on est face à un constat, un état des lieux du marché mondial qui peut inquiéter et qui doit nous faire réagir, on en parlera dans la deuxième question. Et en plus, si on voit la spécialisation des chantiers navals par région du monde, regardez effectivement cet arc-en-ciel chinois, c'est-à-dire qu'ils sont capables, ils font de tout, ils produisent massivement de tout maintenant, hein, y compris effectivement, finalement, dans nos marchés de niche que nous conservons grâce à la qualité de nos chantiers en Europe. La Corée, un peu moins. Le Brésil, par exemple, un pays un peu émergent, effectivement, qui est capable de produire beaucoup plus de navires qu'avant. Les USA, parce qu'ils ont un marché domestique, finalement, qui les aide au travers du Jones Act en particulier, qui leur permet de conserver une capacité de produire des navires marchands. Et puis l'Europe, elle, qui est sur le marché de niche, des navires à passagers, des navires de croisière principalement, et de quelques tankers de manière résiduelle. Donc en fait, on a une diversification du carnet de commandes chinois, une spécialisation européenne qui est une qualité
parce qu'on est les seuls à pouvoir effectivement développer des systèmes complexes et de les intégrer à bord, que ce soit dans le domaine militaire ou dans le domaine civil, comme on voit effectivement les paquebots très complexes des chantiers de l'Atlantique en France. Mais cette spécialisation, donc navire à forte valeur ajoutée, donc c'est bien, mais ça peut présenter des risques, car si on a une baisse de commande sectorielle, qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on s'oriente? Qu'est-ce qu'on produira demain? Ce sont des questions effectivement qu'il faut se poser actuellement. Et la commande, la souveraineté de la commande au niveau effectivement du client, des armateurs. Donc c'est un constat, c'est pas un jugement, c'est un constat. Les armateurs chinois achètent chinois à 95%. Les armateurs coréens achètent coréens. Pareil, 90%. Les armateurs japonais, eux, c'est plus mitigé. Et puis les armateurs européens, vous voyez, hein, on voit les couleurs qui changent de gauche à droite, hein, c'est la dernière colonne. Il y a un contraste fort. Les armateurs, effectivement, de l'Union européenne, du Royaume-Uni ou de Norvège optent davantage pour des chantiers navals non européens. Sur le secteur militaire, très rapidement, Merci. là, effectivement, c'est plus encourageant, au sens où, effectivement, l'industrie navale militaire européenne conserve une place de, en gros, numéro 2 au monde, derrière l'Asie. On voit que les États-Unis reculent par rapport effectivement à la production asiatique, quelle qu'elle soit. Alors l'Asie de l'Est, on pense à la Chine, mais aussi, effectivement, il faut inclure certains pays émergents d'Asie, et puis la Russie qui continue effectivement à produire des navires de guerre, bien évidemment, et les autres parties du monde. Donc, que ça soit par unité, par valeur ou par tonnage, l'Europe conserve des positions de force dans le naval militaire. Mais on observe une croissance récente de la part asiatique. Il y a eu peut-être un effet post-Covid, c'est-à-dire que la part de l'industrie asiatique dans le domaine de la défense est passée de 25% à quasiment 45% en 2 ans. Donc il y a une tendance lourde aussi, effectivement, de dynamique très forte du côté asiatique sur le marché du naval militaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On y répondra tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? On a une compétition géopolitique et industrielle mondiale qui voit s'affronter les USA et la Chine, et nous, on est au milieu. Et si on regarde la presse un peu spécialisée, c'est un sujet du Financial Times, c'est un sujet du Wall Street Journal. En Europe, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment encore un sujet suffisamment pris en compte. Et on est là tous ensemble pour essayer de se battre là-dessus. Effectivement, la bataille pour les Américains, ce n'est pas sur les chips, sur les composants. Ils disent maintenant c'est sur la construction navale que la bataille avec la Chine est engagée. C'est des illustrations récentes. Et les interrogations que les observateurs et les analystes disent, si nous on investit en Europe sur les green technologies dans le secteur maritime ou naval, ça ne doit pas aller vers les chantiers navals chinois. Ou alors, effectivement, on aura encore tout perdu. Et puis les subventions abusives de l'Inde, par exemple, effectivement, sur le green shipbuilding indien, c'est un des autres exemples qui pose question. Alors vous me direz, Thierry Breton a commencé à réagir au printemps en disant effectivement, après avoir visité nos amis de Fincantieri en Italie, qu'effectivement, on constate, on est tous d'accord, en Europe, on a la principale zone économique exclusive au monde. D'accord, c'est un espace contesté également, donc on doit unir nos efforts dans le secteur civil et dans le secteur de la défense pour continuer à produire du Made in Europe, une part européenne dans notre production. Donc ce sont des enjeux très forts. Et puis bon, on verra comment tenter d'y répondre tout à l'heure, parce que je ne veux pas être le seul à m'exprimer sur ces sujets-là. Une question pour vous, Mr. Raptis, one question for you. Despite all this, despite champions such as the Chantier de l'Atlantique, which builds the biggest cruise ship in the world, what are the European ship owners short of to favor European shipyards over the Asian ones? Merci beaucoup pour les questions. I will turn in English, unfortunately. But I hope that I can deliver my message in a clear way. From our side, the European ship owners side, we fully support the green transition of the economy, the green transition of shipping, and we welcome the announcement of the new European Commission to invest more in industrial capacity in Europe. One of the big announcements when the new president of the Commission took over her duties last July was to propose a new clean industrial deal, to turn the European Green Deal to a clean industrial deal now.
and to increase industrial capacity in Europe. This is something that we welcome. We need to build industrial capacity in Europe. We need to become more competitive, and we need to put the money on the table. But we need also to fight a good battle. It's not all about the costs, it's about how to increase European competitiveness towards other countries, towards other competitors in the world, towards the US and towards China, as you mentioned. How we're going to do that? We don't have enough resources on the table. We expect the Draghi report to come out next week, and Dr. Mario Draghi have found that we're missing 500 billion euros annually in Europe to invest in our energy and digital transition. Shall we invest, or shall we subsidize everything in the European economy, or to focus instead on the energy transition, or to focus instead on clean technologies, or to focus in enhancing digitalization? This is the big question mark. And we clearly support this approach, that we need to put more money on digitalization and on the green transition. As European ship owners, we support that at least 40% of the clean fuels used by the shipping sector should be manufactured in Europe. As European ship owners, we support that at least 40% of the clean technologies used by European ship owners should be manufactured in Europe. And this is a good benchmark. 40% is not high, but it's not low. And we need to take it from somewhere. Having said that, we have also to keep in mind that if we want to have a strong and thriving maritime cluster, we need ship owners. We need European ship owners. Without European ship owners, we don't have a cluster. We don't have a thriving industry. And we need to make sure that the European ship owners can compete internationally and can have a level playing field with all the rest. And this is really important for us. So we need to have this discussion in parallel. We need an articulated European maritime industrial strategy as part of the whole strategy of Europe, the clean industrial deal. But we need to make sure that the first condition for us is that the European ship owners stay internationally competitive. Without European ship owners, without shipping, we cannot build a thriving maritime cluster. Condition number 2, we can discuss about the numbers. And let's go for this benchmark of 40% for manufacturing clean fuels in Europe and for manufacturing clean technologies in Europe. For us, the fourth condition is that we need also to have adequate access to finance. It's something that sometimes is overlooked. But without adequate access to finance, meaning public investments and private investments, access to loans, it's impossible to make European industry more competitive. And last but not least, we need also access to skilled labor. We need to upskill and reskill our labor and our seafarers. Studies have found that we're going to need to upskill and reskill 800,000 seafarers by the mid-2030s to catch up with the digital and energy transition. So, in a nutshell, from our side, full support to enhance the competitiveness of the maritime cluster, but under certain conditions, because we don't have a lot of resources. We're missing the money. We know where we want to get. We want to get to net zero by 2050, but we need to figure out how and where the money will come from. And talking about the money, correct me if I'm wrong, maybe I took it wrong. Your presentation was in French and my French are basic. I saw that you mentioned that European funding will finance the uptake of green technologies in other jurisdictions outside Europe, but this is not true. There is a clear link in European funding with the European added value. We worked hard with the policymakers
when the ETS legislation was adopted to make sure that money will earmarked for the shipping sector and for the maritime cluster. That was one of the major successes of the European ship owners and all the other maritime stakeholders in Brussels. We earmarked almost 2 billion euros up to 2030 for the cluster. And this money will go to the energy transition, but this money will go to the energy transition under certain conditions. That there has to be a clear link with Europe, European added value. So I can see how European money will finance the uptake of clean technologies outside Europe. This is just food for thought and the continuation of the discussion. Yes, I will speak about that after in the second way of ETS, the use of ETS, for example, yes, of course. Thank you, Mr. Raptis. Maintenant, Madame Caroline Neumann, une question. Donc justement, on ne peut pas parler de réindustrialisation sans innovation. Et pouvez-vous nous expliquer comment l'État accompagne l'innovation maritime? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette question. Donc ma réponse va être en deux parties. Donc l'État en tant que l'État français, mais également l'Europe, en mentionnant un petit peu les fonds européens également, même si ils seront développés peut-être plus tard dans d'autres tables rondes. Donc il n'y a pas de réindustrialisation sans soutien à l'innovation, puisqu'il s'agit maintenant de se positionner sur une réindustrialisation qui touche justement les technologies stratégiques. Et les technologies stratégiques, dans cette période notamment de digitalisation, de transition écologique, sont des technologies qui sont innovantes. Donc l'État est là pour accompagner l'innovation, donc au sein de plusieurs ministères, donc qui regroupent plusieurs directions générales. Donc il y a forcément la DG EMPA que je représente, mais nous sommes également entourés de la DGEC, donc Direction générale de l'environnement et du climat, de la Direction générale de l'entreprise, la Direction générale du Trésor, également le ministère de la Recherche. Donc, et également le secrétariat général pour la planification, le plan d'investissement. Donc, parmi justement cet accompagnement figure notamment le vaste programme France 2030 qui vise à soutenir toutes les technologies innovantes et qui, lors de son lancement, avait un petit peu oublié le maritime, puisque, comme la plupart d'entre vous le savent, il n'y a pas de stratégie d'accélération dédiée au maritime, à l'instar de ce qui existe sur l'avion zéro carbone. Toutefois, il y a des possibilités de soutenir l'innovation dans le maritime via plusieurs guichets qui rejoignent la stratégie d'accélération liée à la digitalisation et liée également au verdissement des mobilités. Donc, dans cet exercice-là, l'ensemble des ministères sont concernés pour soutenir les projets qui sont les plus à même de répondre aux politiques publiques. Et la DG EMPA est positionnée dans les comités de pilotage qui intéressent le maritime. Il y a également le CORIMER, qui est le Conseil d'orientation pour la recherche et l'innovation des industriels de la mer. Donc, c'est une instance de concertation État-filière qui vise à fixer une politique de soutien à l'innovation maritime et identifier justement les thématiques stratégiques. Donc figure notamment effectivement la notion de chantier, verdissement des chantiers, de digitalisation des chantiers, mais également verdissement des navires et digitalisation des navires. Dans ce CORIMER, un travail collectif est en cours pour vraiment soutenir les projets qui valent la peine et augmenter, si possible, le financement de l'État. Il y a aussi un sujet qui est peu mentionné, mais qui est le soutien des industriels français via la réglementation. Nous devons être en mesure d'être moteurs sur l'élaboration des réglementations européennes, internationales et nationales pour être en mesure de soutenir, dans le cas où vraiment ça s'inscrit dans une politique publique utile, les industries qui construisent les équipements, les navires de demain, les technologies de demain.
À titre d'exemple, pour sortir un peu de ce contexte de transition énergétique, la France a élaboré une réglementation permettant l'expérimentation et l'exploitation des drones et des navires autonomes. Donc nous sommes l'un des premiers pays européens à avoir élaboré ce type de réglementation, et ce qui a permis à nos leaders, à nos champions français de sortir les premiers démonstrateurs et maintenant de pouvoir les vendre à l'export. Nous avons également des dispositifs fiscaux qui permettent également d'accélérer ce soutien à l'innovation, tel que le suramortissement vert, qui a légèrement modifié sa forme en raison de la contrainte d'un règlement européen, mais qui reste quand même utile. Et nous avons également aussi ce moyen de mettre en avant les entreprises innovantes via les journées de l'innovation que nous menons à la DG AMPA, et qui permet de mettre sur le devant de la scène les technologies, les acteurs, les bureaux d'études, les chantiers, tous les acteurs qui sont susceptibles de développer quelque chose qui rentre dans nos politiques publiques et que nous souhaitons accélérer. Les États également, via l'Europe, soutiennent la filière navale européenne via différents fonds. Donc le plus ancien est le fonds Horizon Europe, qui permet de soutenir des projets européens, donc qui sont plutôt des projets qui sont des projets de partenariat entre différents pays européens, qui permettent d'aboutir à des navires décarbonés, à des industries plus propres, à des projets d'envergure européenne. Récemment, grâce notamment ou malgré l'inclusion du maritime dans l'ETS, récemment s'est ouvert un fonds qui est pas très connu et pour lequel nous avons fait une présentation, et nous avons en juillet à l'intégralité de la communauté nationale, vient de s'ouvrir l'Innovation Funds. Il est ouvert depuis 2023. C'est un fonds d'innovation qui utilise les crédits ETS du maritime et qui vise à soutenir les projets de décarbonation des navires. Alors la force de ce nouveau fonds, et j'insiste là-dessus, c'est qu'il n'est pas identifié comme aide d'État. Donc il sort du contexte du règlement RGPE qui vise à réglementer justement ces aides d'État, et il peut être délivré à un porteur de projet. On n'a pas besoin forcément de partenariats multiples entre les différents États européens. Donc il est beaucoup plus facile d'accès et permet d'accélérer encore plus les transitions écologiques. Donc les la DG AMPA et les différentes directions générales que je vous ai citées précédemment sont très impliquées pour justement aider à faire connaître ces outils européens qui permettront justement à la France et à l'Europe de rester sur la place mondiale de l'innovation dans le maritime. Merci à vous, Madame Neumann. Donc une deuxième question pour vous, Monsieur Dumont. Donc, quelles sont les perspectives de croissance pour l'industrie navale en France et en Europe ? Oui, donc on est tout à l'heure, je ne voulais pas laisser croire que nous voyions du noir tous les matins en nous levant, mais c'était le moment de se mobiliser. Donc si on reprend la présentation, donc je vous avais laissé avec une compétition géopolitique et industrielle majeure entre les États-Unis et la Chine, et nous au milieu. Voilà où on en était. Alors évidemment, la réindustrialisation, appelons le terme, ou le développement de l'industrie dans notre secteur à l'échelle européenne. Enfin, l'agenda, point d'interrogation, oui, déjà l'agenda, mais on doit effectivement forcer et aller de plus en plus dans le concret et dans les solutions. Et on n'est pas resté effectivement l'arme au pied, puisque depuis le printemps dernier, nous avons sorti au niveau européen, grâce à notre association CIROP, effectivement, un manifeste pour convaincre les décideurs publics de l'intérêt de nous accompagner de manière à pouvoir construire en Europe, à l'horizon 2035, 10 000 nouveaux navires, ou 10 000 navires rétrofités, durables, digitalisés, effectivement, et pour permettre de relancer et puis accompagner cette volonté aussi des armateurs européens d'augmenter la part du Made in Europe, effectivement, au sein de leur flotte,
tout en garantissant la compétitivité des armateurs européens au niveau mondial, parce qu'effectivement, comme il a été rappelé, sans armateurs européens, eh bien, nous n'aurons pas d'autonomie, effectivement, et de souveraineté à terme. Donc voilà, on ne part pas de rien. Comme a été rappelé par Caroline Neumann, on a déjà au niveau européen, notamment le coprogramme Waterborne sous Horizon Europe, qui nous permet effectivement d'investir au niveau européen pour atteindre en 2050 le zéro émission pour le transport maritime. Alors, j'espère qu'on y arrivera. En tous les cas, on en parle un peu moins qu'effectivement que l'avion à hydrogène, mais c'est quand même très important pour notre avenir et pour la planète également. Et donc, notre appel, celui que je viens de vous montrer, c'est une stratégie industrielle qui se développe en plusieurs axes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça ne suffit pas d'investir dans l'innovation avec Waterborne, ça ne suffit pas d'avoir un NZIA, Net Zero Industrial Act européen, qui finalement focalise pas suffisamment sur notre secteur. Et quand on regarde ce que font les Américains avec l'Inflation Reduction Act, donc effectivement, quelque chose qui permet à l'industrie américaine, à partir du moment où une industrie dit « je m'établis aux États-Unis, américaine ou européenne ou mondiale, dit, et je m'engage à verdir mes activités », ils sont éligibles effectivement à ce dispositif qui leur donne effectivement des subventions assez fortes. C'est 400 milliards de dollars par l'administration Biden, et c'est 10%, 40 milliards de dollars qui vont vers les chantiers navals américains. Est-ce que nous, le NZIA, on a 10% effectivement de l'investissement du Green Deal qui va vers notre secteur ? Évidemment non. Évidemment non. Donc, c'est pas, effectivement, il n'y a qu'à Faucon, faisons comme les Américains du bon protectionnisme et de la bonne subvention d'activité. Ce n'est pas une solution pour garantir effectivement notre compétitivité au niveau mondial. Cependant, il faut continuer à s'engager et c'est pour ça que nous voulons convaincre les décideurs d'aller vers une véritable stratégie industrielle maritime européenne qui se décline en plusieurs axes. Pourquoi ? Effectivement, il faut avoir des exigences de Made in Europe sur certains marchés publics stratégiques et pas uniquement des marchés de défense. On peut effectivement, si on étend la notion de flotte stratégique avec une dimension européenne, on peut trouver effectivement pour certaines lignes de produits qui peuvent être utiles pour une logistique, pour l'approvisionnement du continent européen en carburant, en biens et en services, d'avoir effectivement un certain nombre d'exigences. Ce n'est pas contrevenir aux règles internationales à partir du moment où, au niveau européen, on est d'accord sur quoi faire. Les incitations financières, et oui, on en a parlé, effectivement, on a besoin d'incitations financières pour construire et rénover en Europe, parce qu'il y a un différentiel de 40% par rapport aux coûts asiatiques sur des lignes de produits. Pourquoi ? Et parce que c'est du dumping en Asie, c'est tout simplement ça qui fait une grande partie de la différence de coûts. Et puis aussi, on échappe à la taxation à l'entrée de l'Union européenne des biens finis. Voilà, la taxe au carbone à l'entrée, effectivement, c'est sur les matières premières. Le navire, lui, n'est pas taxé. Et puis, c'est exclu des règles OCDE, effectivement, la production de navires. Donc, on lutte avec vous tous, on lutte pour effectivement changer la donne, mais la réalité est là. Donc, il faut la compétitivité au cœur de cette stratégie, le cadre réglementaire favorable. Effectivement, on peut considérer qu'il est temps d'avoir une alliance industrielle comme on a une alliance européenne des batteries depuis 2017 qui permet effectivement au moins d'essayer de conserver une capacité de produire des batteries en Europe. Merci. On a une stratégie européenne pour l'hydrogène. Il va falloir... Voilà. Donc je vais essayer d'aller vite parce que c'est passionnant. Mais évidemment, on a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée aussi. On n'en a pas parlé. Ce sont des femmes et des hommes. Ce sont des femmes et des hommes. Il faut qu'on trouve des programmes de formation et je me permets de le dire ici, beaucoup plus et d'avoir des réservoirs de travailleurs qualifiés. Donc on salue effectivement quasiment le doublement effectivement des effectifs de l'ENSM. Ça va dans le bon sens. Et l'investissement en R&D, c'est très important. Alors on a besoin du soutien français. Bon, cet été, c'était un peu compliqué, mais on a un écho par rapport aux travaux de la flotte stratégique. On veut conserver de l'industrie française sur le territoire, comme nos amis européens veulent en conserver chez eux. Et voilà, des actions à venir, effectivement, au niveau européen, sur le Made in Europe. On pourra en parler au travers de questions, sur les marchés publics, sur l'utilisation des revenus ETS, très important, parce que c'est quand même 43 milliards d'euros. Ou donc les échanges de quotas d'émissions. Qu'est-ce qui revient dans notre secteur sur ces 43 milliards d'euros au niveau européen ? Et puis, le financement privé, on a besoin d'investisseurs. On voit qu'effectivement, il faut des investisseurs dans l'industrie européenne qui s'engagent, des investisseurs privés. On ne peut pas constater que quand un chantier est à vendre, on ne trouve pas d'acheteurs. Et que ce soit l'État qui soit obligé d'intervenir. On a un problème, effectivement, d'investissement dans notre secteur. Voilà, j'étais un petit peu long, je suis absolument désolé.
Merci à vous, Monsieur Dumy. Mr. Raptis, one other question. Ship owners are extremely dependent on shipbuilding, trade volumes, available human resources, and the capacity of ports to carry out commercial operation. It's clear that everyone is calling for development and greater production capacity. On the other hand, it's also clear that ship owners face a very different challenge. What are the growth drivers for European ship owners today? Thank you for the question. If I got it correctly, you think that the Jones Act is what you're against the Jones Act? Well, yes, and of course. You think that IRA is the response? Something similar like the IRA in Europe should be the response of the Europeans. It's a not so focus that NZEIA in Europe that excludes. It's only some energetical sector and not the industry, manufacturing industry after. Mm-hmm. So we need also heads for manufacturing or manufacturing industry. We haven't. And the case in the USA, they not focus only on energetical sector. They spread to all their industry when they say we want to be more green in the future. We fully agree. We're on the same page. The thing is that in the US, there is no industrial capacity because of the Jones Act, because of these protectionist measures. And this is what we're trying to convey in Brussels as well, that we need to stay strong as shipping industry and to make equally strong the maritime cluster. And the only way to do that is to invest in clean technologies and in digitalization, to put the money on the table. We support this call, and we don't only support this call. Let's set a benchmark of 40%. This benchmark is in ENZIA for clean fuels for shipping. There is a general call to go up to 40% for different clean technologies. Why don't we have it as part of a new European maritime industrial strategy? Full support from our side. I think that we need to convey better this message that we are on the same side here and that we need to avoid any protectionist measures. And we need also to zoom out a bit. The reason why the European car makers are losing ground in their competition against the Chinese is that we're losing out in competition when it comes to technology. I mean, people eventually will use electric cars. And the Chinese are champions in that. We need to invest faster in clean technologies. It's a clear message to everybody. But we need also to put the money on the table. And it's not only access to private finance. As ship owners, in fact, we don't have proper access to finance. After the introduction of the Basel rules, because the thing is that the shipping sector is a very high risk profile sector, the access has shrinking over the last 15 years. And we need to do something there to restore access of the European ship owners to European financing. And we need at the same time, as you said, public investments. The Draghi report will find out, it will be published next week, that 1/3 of the investments we are missing, 1/3 of these 500 billion euros we are missing every year to finance our green and energy transition is public investments. And this is what IRA is aiming to do, to give more incentives, more investments, and tax breaks as well, to increase industrial capacity. Full support from our side, and let's also talk about the numbers. Let's talk about some benchmarks, and let's work together in the context of the new clean industrial deal in Brussels. Thank you, Mr. Raptis. Maintenant à vous, Madame Caroline Neumann, une autre question qui va sûrement compléter cette intervention. La transition donc éco-énergétique des navires prend différentes formes et les armateurs donc, privilégient un carburant, un mode de propulsion à un autre. Faut-il regarder au-delà de l'armateur et voir l'action de l'État, de son siège social? Et les États européens sont-ils divisés sur ce point et quels sont les enjeux? Oui, effectivement,
les commandes de barres ne sont pas toutes à la main des armateurs. Donc, comme vous le savez très bien, le commerce maritime s'inscrit dans un contexte international avec des navires qui doivent être capables d'aller aux quatre coins du monde. Et les armateurs, ce qu'ils veulent dans ce contexte de transition éco-énergétique est d'avoir des navires avec des technologies ou des énergies fiables, peu chères, avec une visibilité assez lointaine sur justement le coût de ces énergies ou le coût de ces technologies, et avec des capacités d'alimentation en nouvelles énergies ou en maintenance de cette nouvelle technologie réparties aux quatre coins du monde. Donc, sans action de l'État pour développer les technologies, les énergies critiques dont ont besoin les armateurs, effectivement, appuyer les industriels à développer ces technologies ou à développer ces énergies, les armateurs auront du mal à choisir les technologies vertes ou les énergies vertes de demain. Et donc, il est nécessaire aux États d'avoir une stratégie de développement industriel verte sur ce point, et notamment au niveau européen et français. Donc, en France, on parle de flotte stratégique, on parle de flotte stratégique européenne également. Si cette flotte stratégique n'a pas en interne la capacité d'être maintenue en état, d'être verdie progressivement par des technologies souveraine, et si elle n'est pas capable d'avoir la possibilité d'avoir accès à des carburants verts européens, avec peut-être une quantité minimale d'autonomie suffisante, on n'aura pas de flotte stratégique indépendante sur du long terme. Donc il est nécessaire d'avoir une approche commune, État armateur, sur ce point de la transition écologique verte. C'est pour ça que il faut vraiment réfléchir dès aujourd'hui en France et en Europe sur ce qu'on veut avoir comme industrie navale européenne et française. Essayer de s'arranger entre pays européens pour savoir qui prend quoi en termes de taille de navire, de typologie de navire, ou monter des partenariats, et au niveau technologique également aussi, qui sont mis dans les navires, que ce soit le vélic, que ce soit les piles à combustible, que ce soit les batteries haute puissance, que ce soit les moteurs au méthanol. Donc il est nécessaire d'avoir une stratégie européenne sur ce sujet, et une stratégie européenne énergétique. Donc vous savez plus que moi que l'Europe était dépendante des énergies fossiles. Est-ce que maintenant qu'on est dans un tournant de passer à des énergies de nouvelle génération, n'est-il pas nécessaire de réfléchir à remplacer les stocks stratégiques fossiles par des capacités de production minimale de nouveaux carburants capables d'avoir une autonomie suffisante pour les transports au moins stratégiques de demain? Voilà. Donc tout ça est à réfléchir au niveau français, mais dans un contexte européen, et également au niveau européen dans un contexte géopolitique mondial. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions dans l'Assemblée ? Oui, bonjour. Donc, petite question concernant les contraintes pour la construction navale. N'est-ce pas aussi avant tout un problème de foncier portuaire ? Oui, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, quand en première approche, on dit oui, mais l'industrie navale, vous êtes gentil, mais quand on vous demande de construire en France un certain nombre de types de navires, vous dites mon carnet de commandes est plein. Je peux pas. Donc c'est ce que je disais, effectivement, on a une industrie française et européenne. Globalement, on tient nos positions. Marché de niche, effectivement, à navires civils à haute valeur ajoutée, globalement, et puis navires militaires de premier rang dans beaucoup de pays, et en particulier dans la France, puisque effectivement on a la marine nationale est la première en Europe. Alors c'est la poule et l'œuf, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Effectivement, pour passer la transition énergétique, il faut des investissements massifs aussi sur les infrastructures effectivement côtières, portuaires, dans les chantiers navals, pour pouvoir les étendre. Mais c'est pas au patron de chantier de décider avant de développer tout seul son chantier s'il n'a pas son carnet de commandes qui effectivement est en capacité d'augmenter, et s'il n'a pas effectivement enclenché la capacité d'augmenter sa main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est une stratégie. Ça renforce le besoin d'une stratégie industrielle pour pouvoir se projeter à 10 ans, à 15 ans, 2030, 2035, effectivement, par rapport aux objectifs zéro émission, puis 2050, et vraiment
se mettre effectivement par rapport à une stratégie industrielle qui permette d'augmenter notre capacité de produire en France et en Europe, parce qu'on a du foncier pour ça. On est capable. Mais pour ça, ça demande des investissements massifs, que les collectivités s'engagent. Elles le font. Que, effectivement, les investisseurs privés arrêtent de s'intéresser à la fintech uniquement. Que, effectivement, le secteur mutualiste, nos fonds de pension à la française, s'intéressent à notre secteur, etc., etc. Et on y arrivera avec une véritable stratégie. Mais effectivement, au jour où nous parlons, on est effectivement à la croisée des chemins, d'où l'intérêt de développer une stratégie industrielle maritime européenne et de pouvoir la décliner, notamment en France. Merci. Je précise que la question a été posée par Bastien Arcas, qui est le président de l'association Alumni, Hydro-Alumni, pardon. Merci. Voilà, François Charles, je suis le président de l'IRCE. Nous sommes un petit think tank généraliste. Et deux questions pour notre ami Dumont. Oui, j'ai vu, dans les histogrammes, il y a une grande différence justement entre l'Asie et l'Europe, mais avec l'apparition de types de navires, les bulkers. Hein, donc sont des navires apparemment genre de grosses péniches. Est-ce que c'est ça qui fait vraiment la différence, apparemment, parce que sur les histogrammes, ça apparaît, donc c'est peut-être ça qui explique les productions chinoises, même plus que coréennes, qui font déjà dans les années 90, on visitait les chantiers, on voyait des fabrications de gaziers à la chaîne, enfin c'était bon. Quand on voit qu'il n'y a que 10% de l'IRA va vers les chantiers navals et ça ne marche pas sur les pactes verts, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter justement pour fabriquer un pacte bleu où il y aurait un pourcentage assez élevé justement pour les chantiers navals? Et puis une petite troisième pour Caroline Neumann. Est-ce que j'ai bien entendu que dans la notion de stratégie européenne, vous parlez de segmentation des fabrications en disant tiens, on va se répartir les fabrications, ou est-ce que c'est simplement une notion de besoin? Merci. Merci beaucoup, monsieur. Est-ce que je peux juste demander aux panélistes de faire un peu court pour qu'on puisse prendre une dernière question juste après? Merci. Non, pour les bulkers, c'est simplement effectivement que c'est les vraquiers, c'est la production qui coûte la moins chère, hein, c'est le transport basique, on va dire. Donc effectivement, la Chine, comme elle a des coûts de production les plus bas possibles, est un acteur majeur dans ce domaine. C'est tout ce qu'on constate, et que la Corée abandonne ses marchés de production parce qu'ils sont moins compétitifs que la Chine. Le Brésil aussi en a fait sa spécialité. Il y a les histoires de transport de soja, ce genre de choses qui peuvent expliquer des effets de bord côté brésilien en particulier. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Un pacte bleu, okay. Je sais pas, un pacte bleu, on voit bien, j'ai essayé de développer effectivement l'intérêt d'une stratégie qui n'est pas uniquement de l'industrie navale européenne, l'industrie maritime. On est d'accord avec le secteur armatorial sur de nombreux sujets. On voit bien l'objectif de 40%, c'est ambitieux aussi par rapport à la situation actuelle. Donc effectivement, on l'appelle comme on veut. Ce qu'il faut, c'est qu'on commence véritablement à mettre en place une stratégie et donner un cadre favorable à notre industrie. L'UE a musclé des outils de défense commerciale et multiplié les enquêtes anti-subvention face à la Chine, mais pas dans notre secteur, hein, sur les véhicules électriques, sur les panneaux solaires, sur les turbines éoliennes. À quand ils vont effectivement décider de faire des enquêtes anti-subvention dans notre secteur? Et pareil pour les alliances européennes des batteries dont on a parlé, il est temps d'avoir une alliance européenne du secteur maritime en Europe, effectivement, et de porter des projets importants d'intérêt européen commun, les PIEC, vraiment dédiés à notre secteur, et obtenir des règlements comme on a obtenu sur les semi-conducteurs en Europe encore récemment. C'est possible, c'est le moment. Donc appelons-le pacte bleu, appelons ce qu'on veut, mais c'est ça. Caroline ? Oui, je réponds sur la stratégie européenne maritime industrielle ou innovation. Effectivement, c'est si chaque pays européen veut son chantier naval de plus de 100 mètres, voilà, ça sera peut-être pas utile. Donc, à un moment donné, comme vous savez bien que les fonds publics ne vont pas couler à flot dans les prochaines années, il est nécessaire un petit peu d'unir notre force, et ça vaut aussi au niveau français, sur qui doit développer quoi, qui doit travailler sur quoi, qui doit financer quoi. Et donc, cette stratégie européenne, pour moi,
vise également à créer, à répartir un petit peu, pourquoi pas, des technologies critiques au sein de l'Europe pour que tout le monde n'ait pas son constructeur champion depuis la combustible, que tout le monde n'ait pas ces 3 usines de fabrication diméthanol. Voilà, peut-être, voilà, donc c'est peut-être un vœu pieux, mais à un moment donné, il va falloir optimiser le financement européen et essayer de travailler en équipe pour identifier où doit être construit quoi et où doit être maintenu en état quoi et qui doit produire tel ou tel type de carburant. Merci Caroline. Une dernière question. Bonjour, capitaine de vaisseau Laurent Machard de Gramont. Donc, je suis officier de marine, sous-directeur de la génération des compétences à la direction du personnel de la marine. Et juste avant ça, justement, j'étais dans le capacitaire, je m'occupais du programme SCAF, donc système de combat aérien du futur. Et ma question est un peu complémentaire à la réponse qui vient d'être apportée. Dans le capacitaire, l'Europe essaye de s'allier dans un certain nombre de programmes, et puis on voit que c'est quand même très compliqué, parce que finalement, derrière la volonté politique, chaque État et chaque industriel veut tirer son épingle du jeu. Est-ce que vous croyez réellement, effectivement, que la volonté politique sera suffisante ? Est-ce qu'il existe réellement dans l'industrie navale, civile, des géants suffisamment forts pour qu'ils puissent rallier à eux l'ensemble des pays européens en disant oui, effectivement, c'est bien dans tel domaine, et c'est bien vers tel pays qu'on va s'allier, tel pays européen, pour pouvoir les suivre dans le domaine de l'énergie, par exemple, et puis avec une répartition qui serait également répartie, ou est-ce qu'on va, à votre avis, on risque malheureusement d'assister à une reproduction de ce qu'on voit nous aussi dans le domaine de défense? On peut peut-être juste projeter ma planche là, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas parlé du domaine militaire, mais ça fera un peu un benchmark. Moi, je suis pas d'accord. La coopération dans le domaine militaire en Europe, elle est en marche depuis 2017. D'un point de vue industriel, je parle. Enfin, avant aussi, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on a des outils. On a le Fonds européen de défense, on a la stratégie européenne de l'industrie défense qui vient d'être annoncée. Et on prend le sujet par le bon bout. On commence par la R&D, le développement, et après, il s'agira aux États membres de dire ce qu'ils veulent produire en commun. C'est pas l'industrie de le décider, mais on a déjà des projets en coopération, de manière bilatérale, avec nos amis grecs, par exemple, avec nos amis italiens, et d'autres projets qui sont effectivement avec nos amis belges, nos amis néerlandais. Donc on a des projets européens déjà. Donc on peut très bien trouver des conjonctions, y compris sur le domaine civil. Et sur la dualité, c'est important. Si on perd les marchés civils, si nos marchés de niche disparaissent, parce qu'on a une industrie duale, à terme, est-ce qu'on sera toujours capable de produire des systèmes complexes pour les navires militaires? C'est une question. Ça pourrait être mis en cause. Et l'export aussi, on n'a pas parlé. Donc ça rejoint ce que disaient les armateurs. Si on n'est pas des acteurs au niveau mondial, si on n'est pas capacité d'exporter en dehors de l'Union européenne, à terme, on est mort, parce qu'on aura un surcoût domestique important qu'on aura du mal à assumer, et donc ça jouera sur notre autonomie stratégique, notre autonomie industrielle et notre souveraineté. Donc, alors pour répondre à cette question, il faut peut-être qu'on ait une vision un peu plus économie de guerre au sens large, qui nous permette effectivement de nous aider, de nous accompagner avec les outils, flotte stratégique, il y a d'autres sujets qui nous permettront peut-être d'optimiser, là où on peut optimiser. Mais on ne décide pas une consolidation a priori. L'Airbus des mers, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Il faut dire, quand on produit à Cherbourg, on produit à Cherbourg. C'est pas à Kiel qu'on produit. Et on a besoin de produire à Kiel et à Cherbourg en Europe. La question est comment, effectivement, on développe, on harmonise les sujets, comment on coopère mieux. Mais la consolidation décidée a priori, c'est pas la réponse. C'est qu'il faut être plus performant, il faut gagner des parts de marché. Et là, en coopérant mieux, on verra ce qu'on peut optimiser entre chantiers. La coopération se fait déjà entre chantiers. Nos bâtiments ravitailleurs de force, une partie vient de chantiers italiens. Donc on est déjà dans cette logique en fonction, projet par projet. S'il y a des projets, effectivement, il y a une réalité industrielle. S'il y a de l'a priori, on décide des stratégies comme ça, ex nihilo, c'est pas la meilleure réponse. Voilà. And final comment from my side, when we talk about a European maritime industrial strategy, we usually neglect the fact how strong we are as European shipping already. That 40%, almost 40% of the global fleet is controlled by European companies, and this makes Europe a leader in the global supply chains. We have a lot of clout in the global supply chains, and this is a geopolitical asset that we need to maintain.
My second point concerns trade. And it's also sometimes neglected in our discussions how much as Europeans we rely on open trade. If you look at the numbers, for instance, France, the ratio between international trade and the French GDP is, if I'm not mistaken, 80%. The relevant number for the US is below 20%. China is between 25 and 35%. We rely, our prosperity relies on open trade. And last but not least, how much we depend on shipping to maintain our continent's security, energy security, food security, supply chain security. How we brought down imports of Russian gas over the last 2 years in countries like Germany by transporting LNG by ships, by using ships as floating LNG terminals. How we stabilized global food prices by transporting by ships grain from Ukraine to the rest of the world. So it's something we need to keep in mind when we flesh out the details of a new industrial strategy. Une dernière question. Donc je vais changer un petit peu, ce sera plus sur les. Je vais changer un peu de sujet, c'est qui concerne donc les élèves plutôt de l'école. It's for you, Mr. Raptis. One question: how ESCA and educative institution like l'ENSM can collaborate to promote the career in the merchant navy? The great challenge we're discussing with the Commission, with the new parliamentarians in Brussels is, I mentioned a number in my first intervention, that we're going to need to upskill and reskill 800,000 seafarers by the mid-2030s. It's an enormous challenge for us. And we need to bring all the stakeholders together and discuss how we're going to make it happen. One major initiative we're going to take in close collaboration with the unions, we're going to launch on 30th of October in Brussels, with the support of the European Commission, the EU Maritime Skills Forum. To have this open discussion, to invite the national administrations, the Commission, academia, and of course the ship owners and the unions of seafarers, and have an open discussion on what we need to change immediately to catch up with the challenges. Merci à tous, merci pour vos interventions, merci de votre écoute. Merci.